Et on retrouvera bien sûr à 11h30 les chroniqueurs du temps de l'info. Fini les trousses, fini les stylos. Bientôt, on n'apprendra plus à écrire à la main, évidemment. On apprendra à écrire, mais plus à la main. Tout à l'heure, c'est ce que Paola Plarain nous expliquera. C'est intéressant ou pas? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Ça pose plein de questions sur le cerveau. C'est passionnant. Dans le temps de l'info, dans un instant, vous recevrez Bernard-Henri Lévy, bien sûr, qui est allé plusieurs fois en Ukraine, et encore récemment. Mais d'abord, avant de le recevoir, vous revenez, Paul, sur cette manifestation importante à Paris, place de la République, en soutien aux femmes iraniennes. Exactement, Elisabeth. On se souvient que les choses ont un petit peu dégénéré dimanche précédent devant l'ambassade d'Iran à Paris. Hier, manifestation sous une pluie drue, mais dans le plus grand calme. Et on va commencer immédiatement par cette image très forte. Nous sommes place de la République hier à Paris. Cette image est signée Marine Truchot. Des femmes qui se coupent les cheveux en plein Paris, des milliers de personnes qui ont défilé entre les places de la République et de la Nation. Tous condamnent la répression en Iran, des manifestations déclenchées, on s'en souvient, par la mort de la jeune Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée par la police des mœurs qui lui reprochait de ne pas porter le voile. On a écouté évidemment leur slogan « Il y a femme, vie, liberté », mais pas seulement. Dégage Khomeini de l'Iran, femme, vie, liberté. Le slogan également entendu à Los Angeles, à Toronto, autre haut lieu avec Paris de la diaspora iranienne. Au moins 92 personnes ont été tuées par la police en Iran en 2 semaines, selon l'ONG Iran Human Rights. Et Emmanuel Macron a rencontré le président iranien à l'ONU, c'était le 20 septembre. President, the BBC, did you speak with Raisi about the situation of women? I did. We had a discussion on that, for sure. Like they're killing people right now on the streets. I agree. I made it very clear that we were supportive of human rights, and especially women's rights. So we had a discussion. Thank you. Je suis content qu'on puisse avoir cet échange avec vous, au-delà des conversations téléphoniques, et qu'on puisse aborder tous les sujets. Ce sont des images signées de l'Élysée, mises en ligne sur les réseaux sociaux de la présidence de la République. Le président dit « Je suis content qu'on puisse aborder tous les sujets », sauf que cette image de la poignée de main avec Ebrahim Raïchi, 4 jours après la mort de Mahsa Amini, ne passe pas et se retrouve sur les pancartes à Paris hier. Solidarité avec les femmes du monde entier. On attend des actes politiques aussi. Pourquoi la Tour Eiffel n'est pas aux couleurs de l'Iran? Aux États-Unis, ils l'ont fait, dans plein de pays, ils l'ont fait. En France, on attend ça. On attend un petit peu d'actes politiques. Où est Macron sur le sujet? Il n'y a pas que le pétrole. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants là-bas. Macron, ça suffit, le silence. Macron, ça suffit, le silence. Monsieur Macron, surtout, il n'a fait rien pour défendre les droits des femmes en Iran, pour défendre les valeurs démocratiques au Moyen-Orient. Et vous voyez comment il a serré la main avec un criminel contre l'humanité. C'est honteux pour un pays de la démocratie, pour un pays qui est le premier pays historiquement de droits de l'homme. C'est un peu choquant pour nous les Iraniens. Ils font comme si de rien n'était, tout ça parce que je suppose qu'ils ont besoin du gaz de l'Iran, du gaz et du pétrole. En fait, alors nous, on doit être sacrifiés pour le gaz et le pétrole. Évidemment, on fera réagir Bernard-Henri Lévy dans quelques instants, mais j'aimerais, parmi tous les témoignages recueillis par Kevin Eliès et Marine Truchot, que je remercie, plutôt que ces personnalités politiques françaises qui sont venues, on a vu notamment Olivier Faure et Sandrine Rousseau qui sont fait huer par les manifestants, mais moi j'aimerais plutôt qu'on écoute une Iranienne naturalisée française, son nom est Zahra Amir Ebrahimi. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal, elle a gagné le prix d'interprétation féminine à Cannes cette année pour Les Nuits de Mashhad. Actrice extrêmement populaire en Iran, elle a une histoire triste, elle a dû fuir son pays après que son ex-compagnon ait diffusé une vidéo intime d'elle. C'est elle qui a dû fuir son pays. Naturalisée donc française, je vous l'ai dit, elle nous alerte dans la manifestation sur le cas de Morvarid Ayaz, une chercheuse de la Sorbonne qui a été arrêtée en Iran. Voilà, malheureusement, moi, personnellement, je peux pas rentrer en Iran. Je crois que tout ce qui se passe en Iran, tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ça concerne tout le monde dans le monde entier. On peut se dire que non, ça ne nous regarde même pas leurs problèmes, mais
c'est pas comme ça va arriver ici aussi. C'est Morvarid Ayaz, elle est sociologue, elle est diplômée à Sorbonne. Sa fille, qui a 5 ans, elle est née en France. Son mari, il est franco-iranien. Elle est partie en Iran parce qu'elle pensait qu'elle pourrait être plus utile en Iran qu'en France. Mais elle vient d'être arrêtée, on ne sait pas comment exactement. On ne sait même pas si elle est dans une prison à Téhéran ou où. On a plus d'informations, on ne sait plus rien. Est-ce que vous avez de l'espoir pour la suite en Iran? Est-ce que pour vous, c'est une vraie révolution qui se passe là actuellement? J'ai l'espoir, je suis vraiment optimiste. Et je pense que maintenant, demain ou peut-être dans 10 ans, on va gagner. Oui, beaucoup d'inquiétudes pour Madame Havas, en effet, qui a été arrêtée il y a quelques jours. Merci beaucoup parce que ces témoignages sont évidemment très forts et témoignent d'une frustration à l'égard de la France. Merci à Laura Bacquin d'avoir fait ce montage aussi avec vous. Et maintenant, votre invité, on le reçoit, c'est Bernard-Henri Lévy. Attention à la marche, oui. Bernard-Henri Lévy. Voilà, l'avez-vous bien descendu? Oui, bienvenue à vous. Et je vous laisse avec Paul. Merci beaucoup. Avant de nous faire réagir sur l'Iran, vous êtes écrivain, philosophe, réalisateur du film Pourquoi l'Ukraine? Selon cette une de Paris Match, vous êtes aussi un aventurier millionnaire. Avant de parler des problèmes du monde, qui est-ce qu'on reçoit sur LCI ce matin? Probablement l'auteur de Pourquoi l'Ukraine, qui rentre il y a quelques jours encore du terrain ukrainien et qui y retourne dans quelques jours. Avant d'évoquer ensemble évidemment l'Ukraine, qu'est-ce que vous inspire ces images qu'on vient de voir, ces femmes qui se coupent les cheveux, place de la République, cette inquiétude pour cette chercheuse de la Sorbonne, qu'est-ce que ça vous inspire? L'émerveillement et l'effroi. L'effroi parce que les mollahs Kakoshim seront prêts à aller jusqu'au bout pour écraser dans le sang cette révolte. Et l'émerveillement parce qu'il ne s'est rien produit d'aussi fort en Iran depuis 1979. C'est plus important que 2009 et que 2019 parce que ce que réclament les femmes cette fois-ci, c'est pas le respect des élections seulement, c'est pas des revendications sur le prix de l'essence. Elles réclament le changement de régime, la fin de la tyrannie. Est-ce qu'elles ont raison de reprocher au président français de serrer la main du président iranien à l'ONU? Le problème, quand deux présidents se rencontrent, c'est pas qu'ils se serrent la main, c'est qu'est-ce qu'ils se disent. Et à ma connaissance, ce qui s'est dit ce jour-là, ce dont il était question, oui, c'était précisément cette horreur, oui, qu'étaient en train de commencer de subir les femmes d'Iran. C'est ce spectacle incroyable de ces jeunes femmes qui se coupent les cheveux en solidarité avec leurs sœurs assassinées. C'est ça le sujet. Vous pensez que cette fois-ci, les mollahs vont tomber? Personne n'en sait rien, parce qu'encore une fois, ils sont certainement prêts à aller jusqu'au bout. Mais puisque nous parlions de l'Ukraine et que nous allons en parler, c'est le moment ukrainien de l'Iran. Voilà, c'est-à-dire c'est le moment, je crois, me semble-t-il, de loin, je n'y suis pas allé, contrairement à l'Ukraine, mais où un peuple tout entier, dans 27, je crois, des 31 provinces, les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, sont tous unis pour dire on ne veut plus de ce régime. On ne veut plus de cette bande d'assassins enturbanés. On ne veut plus de ça. Elle ne réclame rien. Il n'y a pas de revendication. Elle réclame tout. Quand on réclame rien, dans un mouvement d'insurrection, c'est qu'on veut tout. Et c'est le cas aujourd'hui de ces manifestantes et de ces manifestants iraniens. Vous l'avez dit, vous revenez d'un long périple en Ukraine. Vous êtes parti d'Odessa, vous avez fait absolument tout le front. On va en regarder ensemble 3 hommes qui sont sur le front ukrainien. Vous avez tweeté hier un hommage à cet homme. Son nom est Ilya Samolenko. On le connaît sur LCI. En mai dernier, il était enfermé dans l'usine Azovstal à Mariupol, et il témoignait. We, all of the military personnel in the garrison of the Mariupol, I witnessed the war crimes performed by Russian army. We are witnesses for this. Surrender is not an option because Russia is not interested in our lives. They are not interested to let us live. Vous dites que cet homme est un héros. Oui. C'est un héros parce qu'ils ont, lui et ses camarades, Denis Prokopenko, la chanteuse Dashka, ont défendu Mariupol, la ville martyre de Mariupol, enfermée dans les souterrains de cette usine, là où vous l'avez filmé, d'Azovstal,
pendant des semaines, dans des conditions de dénuement absolu, avec peu d'armes, avec pas de vivres, avec leurs morts qui pourrissaient autour d'eux, avec leurs blessés qu'ils ne pouvaient pas soigner. Et jusqu'à ce que l'ordre leur soit donné de se rendre, ils se sont battus avec l'énergie du désespoir et, en effet, de l'héroïsme. Oui, si le mot héroïsme a un sens, c'est dans des circonstances de ce genre. Autre exemple, Mikhailo Dianov, pardon, je le prononce mal, également un héros d'Azovstal. Excusez-moi, j'ai du mal. Vous avez tweeté cette première photo. Vous écrivez « blessé mais fier ». Deuxièmement, le même homme transformé en fantôme. C'est ce que les Russes ont fait. C'est ainsi qu'ils traitaient les prisonniers. Honte à Poutine. Ils devront payer pour ce crime. On doit voir sa photo. On la voit pas, c'est pas grave. Voilà, la voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette photo en régie. C'est le même homme, à gauche et à droite. Voilà, c'est le même homme. Avant, blessé mais encore entier sur la photo de gauche. Et puis à droite, il a l'air d'un rescapé de Dachau. Après cette détention dans les prisons russes ou dans la prison du Donetsk où il a été torturé, martyrisé, affamé. Vous savez, moi je suis en contact avec certains d'entre eux, avec certains depuis leur libération, certains de ces combattants d'Azovstal. Et je commence à avoir une idée de ce qu'ils ont enduré pendant ces mois, de torture psychologique, de torture physique. Là encore, comme les mollahs de tout à l'heure, les Russes sont allés presque jusqu'au bout. Et pour certains d'entre eux, les prisonniers de la prison d'Olenevka, jusqu'à les tuer. Rappelez-vous, cette bombe qui a explosé à l'intérieur de la prison et qui a tué plusieurs dizaines d'entre eux. C'est un des prisonniers qui a été échangé, on se rappelle. Oui, bien sûr. Contre un oligarque ukrainien. Il y a presque 300, 250 Ukrainiens qui ont retrouvé la liberté. Et celui-là, effectivement, était un de ceux libérés dans le cadre de cet échange. Sinon, on ne sait pas ce qui serait devenu s'il n'y avait pas eu. Sinon, il serait comme ses camarades de la prison de Lenivka, comme d'autres, il serait mort dans une explosion, assassiné de sang-froid par ces criminels, par ces terroristes que sont aujourd'hui les poutiniens, ou mort de faim ou mort sous la torture. Dernier profil que j'aimerais qu'on regarde ensemble, j'aimerais qu'on parle d'Andrew Milburn. Lui, c'est Mozart. Racontez-nous, c'est quoi Mozart ? Mozart, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire de jeunes vétérans américains qui ont décidé dès le mois de mars dernier, dès le début de la guerre, que ce n'était pas possible, qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Et ils ont fait une chose, encore une fois, très belle. Ils n'ont pas pris les armes. Ce n'est pas une organisation militaire. Ils ont créé une ONG qui fait de l'assistance humanitaire. Donc, c'est des anciens Marines, des anciens Navy Seals qui organisent, qui vont dans les villages des zones grises ukrainiennes qui ont été prises ou à moitié prises par les Russes, dont la population civile a fui, et où il reste des petits vieux qui n'ont pas eu la force de s'en aller ou qui ne savent pas où aller, et ils vont les chercher. Et ils vont les chercher sous le feu. Il s'appelle Mozart en référence à Wagner. Et pourquoi il s'appelle Mozart ? Parce qu'en effet, ils savent, comme nous tous, qu'il y a du côté russe cette milice d'assassins, dont on voit la signature encore ces jours derniers, d'ailleurs en Afrique, au Burkina Faso, qui s'appelle Wagner. Et contre Wagner et leur côté paramilitaire, eux, humanitaires, ils ont créé ce groupe Mozart. Et en effet, je les ai vus à Bakhmout, qui était une ville de ce genre, zone grise entre les Russes et les Ukrainiens. Et eux aussi, ils honorent les valeurs occidentales, ils honorent l'Amérique dans cette guerre abominable qui est imposée aux Ukrainiens. Alors, sur la frontière ukrainienne que vous avez parcourue, vous avez trouvé à un moment un drone russe, et vous écrivez dans Paris Match qu'à l'intérieur il y avait de l'électronique française. Ma question est, est-ce que vous avez croisé des combattants ou des légionnaires français ? Je rappelle qu'officiellement, la France ne combat pas là-bas, directement. Elle livre des canons, mais elle ne combat pas. Je crois qu'elle ne combat ni officiellement, ni réellement. En revanche, il y a des volontaires français. Il y a d'ailleurs un volontaire français qui vient de publier son témoignage chez Flammarion ou chez Stock, que j'ai reçu il y a quelques jours, que je n'ai pas eu le temps de lire. Florent Coury. Voilà. Donc, il y a des combattants français. Je suis en contact avec certains d'entre eux. Ils font partie de ce mouvement d'indignation, de colère et de solidarité naturelle des Européens que nous sommes
avec ces Européens en devenir que sont les Ukrainiens. Donc il y a des Français, heureusement. Dès le 1er mars, je rappelle que la guerre a été déclarée le 24 février. Dès le début de la guerre, vous avez réuni au Théâtre Antoine un ancien président, des candidats à la présidentielle, des députés stars de la musique. Il y avait aussi Inna Shevchenko, militante ukrainienne des Femen, qui avait apporté cette note d'espoir. Ma soeur, vous savez, ma soeur aujourd'hui, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu sais, Ina, partout dans l'Europe, printemps arrive, mais en Ukraine, l'hiver commence. C'était le 1er mars, là, on en est où? Est-ce que vous avez des nouvelles? Eh bien, peut-être que le printemps revient. Alors que c'est le début de l'hiver, il est possible que le printemps revienne, pour reprendre la métaphore d'Inna Shevchenko, parce que les Ukrainiens sont à l'offensive, parce qu'ils sont en train de gagner, parce que leur victoire d'avant-hier à Liman est une victoire très importante, que j'annonçais d'ailleurs dans le reportage de Paris Match auquel vous faisiez allusion, parce que j'étais au-dessus, j'étais avec les Ukrainiens qui s'apprêtaient à attaquer. Donc peut-être qu'on va vers un dénouement de cette guerre avec une victoire ukrainienne. Moi, c'est mon analyse, c'est pas seulement mon espoir, c'est après ce voyage, après ce reportage de terrain, c'est mon analyse, c'est mon pari et mon analyse. Mais à quoi ça sert tout ça, à part à se réunir ensemble, à se faire plaisir? Je mets mon reportage dedans. Est-ce qu'on ne fait pas tous des grands discours? Est-ce qu'on ne se sent pas tous collectivement impuissants face à un Vladimir Poutine? Vous dites qu'il perd, effectivement il recule. Mais est-ce qu'on est sûr de ça? À quoi ça sert? Écoutez, ça sert par exemple à encourager les présidents de nos nations à continuer de fournir des armes aux Ukrainiens. Vous savez, rappelez-vous, 24 février, vous le rappeliez, début de la guerre. À l'époque, le président américain et ses homologues occidentaux n'étaient pas du tout décidés à aider les Ukrainiens. Vous vous souvenez quel a été le premier réflexe de Biden? C'était de proposer à Zelensky une exfiltration. Et Zelensky a eu à ce moment-là ce mot extraordinaire. Il lui a dit, président, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des munitions. Ouais. Ce mot et d'autres, et l'attitude, là encore, héroïque de Zelensky, ont évidemment impressionné les opinions, ont soulevé un vent de solidarité et de sympathie. Et puis, ça a forcé les responsables des grandes démocraties à aider les Ukrainiens. Donc, à quoi ça sert d'aller passer 15 jours à crapahuter en Ukraine et à en rapporter des photos avec mon camarade Roussel? Justement. À quoi ça sert de faire ce que vous faites ici? Ça sert à faire en sorte que la pression ne se relâche pas, que les responsables de nos démocraties volage ne passent pas à autre chose. Vous parlez des photos de votre camarade Roussel. Vous vous mettez aussi en scène sur la ligne de front du monde entier depuis des décennies. Vous provoquez, on va dire, des sarcasmes, voire des détournements. Vous voyez, dernier exemple en date, cette photo de vous en 2020 au Rojava, dans le Kurdistan syrien. Elle a été détournée après votre reportage en Ukraine, même si elle n'est pas prise en Ukraine. On vous voit. Alors, sous les mers, arrêtez tout. C'est BHL le responsable qui a fait sauter Nord Stream 2. Dans nos campagnes, BHL vient d'arriver dans le Cantal au cas où un conflit sanglant se déclencherait avec l'Auvergne. Sur une table, face à Zelensky, dans la main de King Kong et même sur la Lune. Je trouve ça assez drôle. Ouais. Et un hommage au photographe qui a pris cette photo, qui est, je crois, là encore, mon camarade Roussel. C'est plutôt bien. Mais les vraies photos, qu'on aille les voir sur mon compte Twitter et sur mon compte Instagram. Ça part d'une vraie photo. Les photos non détournées. Non. Les photos d'origine. Les photos d'origine de Marc Roussel et de mes voyages en Ukraine, on les verra sur mon fil Twitter, on dit un fil, je crois, ou sur mon fil Instagram. Voilà. Vous êtes assez immunisé contre ce type de moquerie qui quand même vous poursuit un peu. Ça glisse comme sur les films d'Akana. C'est même pas immunisé. D'abord, c'est pas très méchant. Oui, l'autodérision est une arme assez efficace. C'est pas très méchant. Un, deux, j'ai un peu le sens de l'humour. Et puis trois, le problème, c'est pas ça. La vraie question, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, par exemple, depuis d'ailleurs 2 jours, c'est que j'ai appris, par exemple, que la France et le Danemark ont décidé de prêter les canons César achetés par le Danemark à la France, de les prêter aux Ukrainiens. La réponse, c'est de toujours revenir aux grands enjeux.
Voilà, c'est ça votre Oui, réponse. puis aux choses concrètes, aux choses vraies, aux choses importantes. Voilà. on Des a le canons temps d'une César, dernière 8 question. ou 10 nouveaux canons Oui. César à l'Ukraine, ça peut changer la physionomie de la guerre. Ça peut économiser des vies humaines. Ça peut qu'il y ait moins de morts. C'est le ministre de la Défense... Attendez, le ministre de la Défense ukrainien, qui s'appelle Alexei Reznikov, qui me disait, c'est aussi dans le reportage de Match, qui me disait, un canon César de plus, c'est des milliers de morts ukrainiennes en moins. Voilà. Donc ça, c'est vachement Eh important. ben, c'est terminé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous, Bernard-Henri Lévy, d'avoir invité Paul Laroutourou. On se retrouve avec les chroniqueurs dans un instant. Le Brésil, c'est quand même une sacrée surprise hier soir. À tout de suite.